Il fut autrefois la voix de la joie, l'homme derrière des chansons qui illuminaient les radios françaises et les cœurs de toutes les générations. Mais peu de gens connaissent la vérité derrière le sourire de Gérard Lenormand. Son histoire n'a pas commencé sous les applaudissements, mais dans le silence, l'abandon, et avec une mère incapable de l'aimer. Et juste au moment où la liberté semblait à portée de main, le destin a frappé avec une violence terrifiante. Ce qui est arrivé ensuite a tout changé. Un accident presque mortel, une clinique oubliée depuis longtemps, et des mois passés cloués sur un lit d'hôpital allaient devenir un tournant inattendu dans sa vie. Mais même avec le succès, les ombres de son passé ne l'ont jamais complètement quitté. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Gérard porte un passé que peu pourraient supporter et une tristesse qui demeure derrière les projecteurs. Une situation familiale compliquée. L'enfance de Gérard Lenormand fut tout sauf insouciante. Né en 1945 dans la maternité du château de Bénouville, où des religieuses accueillaient de jeunes mères en détresse, il vient au monde fils d'une mère célibataire de 16 ans, Madeleine Lenormand, sans père à l'horizon. Cette absence planera sur lui comme une ombre pendant des décennies. Madeleine, que son propre fils décrira plus tard comme autoritaire et violente, offrait peu de chaleur et aucun réconfort. Dès qu'il a ouvert les yeux, Gérard était son problème, l'enfant non désiré dans une maison où il n'y a pas de musique. Elle est contre tout ce qui me concerne. Vivant avec sa mère rue Dame-Raymond, dans le 18e arrondissement de Paris, le jeune Gérard passait ses journées seul jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans, brisé seulement par la gentillesse occasionnelle de musiciens de jazz et de filles de cabaret près de la place Pigalle. J'écoutais le jazz en cachette, se souvient-il, et parfois, les filles me donnaient un verre de lait. Sa première vraie spectatrice fut sa grand-mère Augustine, à Turqueville, dans la Manche. Quand j'allais chez elle, écrit-il dans ses mémoires, je suis né à 20 ans. J'étais l'enfant du pays, le petit-fils d'Augustine Lenormand. Ces 3 mois d'été en Normandie, 3 mois de bonheur, furent une oasis de tendresse au milieu du désert affectif de sa vie quotidienne. C'est là, assis devant un harmonium dans une petite église de campagne, qu'il osa pour la première fois rêver de musique non plus comme une fuite, mais comme un avenir. De retour à Paris, les années suivantes ne lui offrirent guère de répit. Il fut envoyé de longues périodes à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, le travail instable de sa mère rendant chaque nuit incertaine. À 9 ans, il porta brièvement le nom d'Omar, qu'il abandonnera 2 ans plus tard pour reprendre celui de Lenormand, comme s'il espérait, en reprenant son nom, reprendre aussi les rênes de sa vie. À 12 ans, il compose sa première chanson, Le Vagabond, une mélodie mélancolique sur l'errance et le désir d'ailleurs, qui figurera sur son premier disque. À 14 ans, il chante déjà dans des orchestres locaux. À 16 ans, il s'émancipe, travaille dans une usine le jour, chante dans les bals le soir. Son premier vrai tournant se produit au Club Méditerranée, où sa voix et son optimisme commencent à toucher les cœurs. Pourtant, malgré les succès, les blessures de l'enfance restaient vives. Plus de 70 ans plus tard, il avouera à la chaîne Mélodie « J'avais du mal à dire « maman », mais j'y arrive un peu aujourd'hui », et d'ajouter « J'ai été sévèrement maltraité, vous comprenez ? Et on ne se remet pas de ça, surtout quand ce sont les premières années de votre vie qui sont meurtries. Les conséquences vous traumatisent très longtemps. » Il se souvenait de s'être senti comme un enfant encombrant, enfermé dans un foyer sans répit ni chanson. Ce n'est qu'en quittant enfin le nid qu'il goûta à une vraie liberté. « Quand j'ai quitté la maison, j'ai vraiment commencé à vivre », confia-t-il à Gala en octobre 2021, à la veille de la sortie de son 18e album studio Le Goût du Bonheur. J'ai rompu définitivement les liens avec ma mère et mon beau-père. Oui, je suis resté en contact avec mon demi-frère, mais je n'ai jamais revu ma demi-sœur. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe dans la presse française, mais Lenormand y voyait un acte nécessaire de survie.
Certaines blessures sont trop profondes pour être rouvertes, et l'âge ne les guérit pas. Il les adoucit, tout au plus. S'il était déjà radical de couper les ponts avec sa mère, découvrir son père à 35 ans fut un véritable séisme. Après des années de silence et de demi-vérité, un appel téléphonique changea tout. Sa mère décroche et lui dit sèchement « Bonjour Gérard, je te passe ta sœur ». Il s'attendait à entendre Dominique, issu du second mariage de sa mère, mais c'est une voix hésitante et inconnue qui lui annonce « J'ai la confirmation que mon père, un soldat allemand nommé Eric, est aussi ton père. Je l'ai pris en pleine figure, comme un coup de tête, confia-t-il à Paris Match. Cette révélation a bouleversé tout ce qu'il pensait savoir de lui-même. Et pourtant, même dans ce choc, il trouva un espoir. « Je suis le fils d'un soldat allemand, oui, mais surtout d'un artiste, » affirma-t-il. « Je ne renierai pas cet héritage. » Sa demi-sœur, désireuse d'aller plus loin, partit à la rencontre des riches. Le Norman, lui, choisit de ne pas remuer le passé. Quand la vérité éclate, c'est un soulagement, une forme de libération. Mais c'est aussi un trouble, un cataclysme. Ce cataclysme intime a inspiré l'une de ses chansons les plus bouleversantes, Warum mein Vater, qu'il écrivit dans l'avion en route pour son tout premier concert à Berlin le lendemain. Les paroles jaillirent d'un seul trait, portées par un torrent d'émotions. Colère, curiosité, perte, et au bout du chemin, un espoir fragile de compréhension. Dans les décennies qui suivirent, la vie et la carrière de Lenormand s'épanouirent. Il remplit les salles de concert à travers l'Europe, enchaîna les succès et conquit le public par sa chaleur et sa sincérité. Pourtant, il ne perdit jamais de vue les cicatrices de son passé. Dans Le goût du bonheur, il inclut la chanson « Maman » comme un geste de pardon, une manière d'honorer celle qui lui avait donné la vie, même si les souvenirs restaient douloureux. « J'ai dédié maman à ma mère, » dit-il, « parce qu'à un moment, il faut lâcher prise. Il faut faire la paix avec ce qui a été, même si cela a fait mal. » Dans ces instants de répit, il aime se retirer à la montagne. « J'adore marcher en altitude, » confie-t-il. « Je ne m'en lasse jamais. Là-bas, je découvre un autre monde qui me fait un bien immense. » Loin des rues de Pigalle et des échos d'une enfance brisée, Lenormand peut enfin respirer et se sentir comme l'enfant insouciant qu'il rêvait d'être. Le parcours de Gérard Lenormand, d'un foyer sans musique à la célébrité internationale, s'est construit autant dans le conflit que dans la mélodie. L'absence de son père, la froideur de sa mère et les murs silencieux de l'orphelinat auraient ne pu briser un autre que lui. Au contraire, ils ont forgé ce cœur résilient à l'origine de chansons célébrant les joies simples et la connexion humaine. Son histoire, faite de révélations, de ruptures et de réconciliations, reste, au fond, celle d'un garçon qui a refusé de laisser la douleur étouffer sa voix. Et chaque fois qu'il monte sur scène, les yeux fermés et les bras ouverts, l'enfant en lui chante encore « La vie est belle quand on la prend à bras le corps ». Ma vie a commencé avec cet accident. À 18 ans, Gérard Lenormand pensait qu'il partait juste en voyage en Normandie. Il avait économisé grâce à son travail en usine et quelques concerts locaux où il se produisait sous le nom de Jerry Wells pour acheter sa première voiture, une vieille Renault 4 chevaux. Partant d'Issoire, il se sentait excité et libre en conduisant vers la maison de sa grand-mère à Turqueville, espérant trouver un peu de paix loin des internats et des orphelinats de son enfance. Mais près de Montluçon, quelque chose tourna mal. Fatigué par la conduite, Gérard s'endormit au volant sur une route droite bordée d'arbres. Sa voiture dévia dans la voie d'un camion. Le choc fut violent. Le pare-brise éclata, le métal se plia, et la petite Renault fut écrasée sous le poids du camion. Gérard se souvient du monde qui basculait avant que tout ne devienne noir. Quand il se réveilla, il était allongé sur le bas-côté de la route, gravement blessé. Son bras droit était fracturé à plusieurs endroits, un morceau de métal avait perforé son poumon, et il avait des coupures profondes au visage.
Respirer était une véritable agonie. L'hôpital local était plein. Certains lits étaient occupés par des anciens combattants, d'autres par des ouvriers. Gérard fut donc emmené dans une petite clinique privée dirigée par le professeur Dessus, un chirurgien bien connu dans la région. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui, déclara Gérard des années plus tard dans l'émission C'est à vous. C'était un génie. Je pense à lui tout le temps. C'était comme un dieu pour moi. Le professeur Dessus répara les os brisés de Gérard, soigna son poumon et sut recoudre ses plaies avec un grand soin. La convalescence prit du temps et Gérard passa souvent inaperçu entre les moments de conscience, ne sachant pas s'il pourrait un jour chanter à nouveau. Il passa près d'1 an à se remettre, coincé dans un lit d'hôpital. Ses amis et sa famille venaient à lui rendre visite avec des paniers de fruits, des lettres et des journaux de Normandie. Au début, les jours passaient lentement, douloureusement, laissant derrière lui le bruit des usines, des salles de danse et des répétitions. Il n'avait plus que le silence, un plafond et ses pensées. Mais dans cette tranquillité, quelque chose changea. Gérard commença à écrire. Ce qui avait commencé par des entrées de journal devint des paroles de chansons, des lignes sur le fait d'être en vie, d'obtenir une deuxième chance, et même sur le mélange étrange des odeurs d'hôpital. Il remplit des carnets, et dans ces pages, il commença à trouver sa véritable voix. L'animatrice télé Anne-Élisabeth Lemoine l'a un jour clairement exprimé. « Il a fallu un accident de voiture et 1 année au lit pour vous libérer. » Gérard acquiesça. Cet accident a été le début de ma vraie vie. Lorsqu'il quitta enfin la clinique, il emporta bien plus qu'un corps guéri, il portait des dizaines de nouvelles chansons et un sens plus fort de sa mission. Il commença à se produire à nouveau dans de petites salles de Paris. Sa voix était différente maintenant, plus puissante, plus honnête. Le public entendait quelque chose de réel dans ses chansons, la voix de quelqu'un qui avait survécu. Ses premières chansons devinrent plus tard une partie de son premier album, sorti en 1969, et marquèrent le début d'une longue carrière avec 18 albums studio. Des chansons comme « Les matins d'hiver » provenaient de nuits blanches passées dans ce lit d'hôpital. La ballade des gens heureux reflétait la joie de quelqu'un à qui l'on avait donné une nouvelle chance. À chaque concert, Gérard faisait une pause au milieu de la chanson pour lever un verre au professeur Dessus, un remerciement silencieux devenu sa tradition. Mais l'accident ne façonna pas seulement sa musique, il changea aussi sa façon de voir la vie. Avant l'accident, il poursuivait la musique comme une sortie d'un passé difficile. Après, il prit plus de risques dans son écriture, abordant des thèmes de perte et d'amour, de force et de douleur. Il disait souvent que la peur ne perd son pouvoir que lorsqu'on l'affronte directement. On apprend que la vie nous oblige parfois à percuter notre pire cauchemar, déclara-t-il un jour. C'est ainsi qu'on découvre qu'on peut se relever et chanter à nouveau. Cette vérité le connecta à son public. Chaque fois qu'il montait sur scène, c'était un rappel de ce qu'il avait survécu. En regardant en arrière, Gérard dit souvent la même chose. « Ma vie a commencé après cet accident. » Pas comme une plainte, mais comme une preuve que même les pires moments peuvent conduire à quelque chose de significatif. Le garçon qui gisait brisé sur le bord de la route se tient maintenant devant des milliers de personnes, micro en main, chantant avec une voix façonnée à la fois par la douleur et la résilience. Des sommets et des bas dramatiques dans une carrière pleine d'histoire. Le parcours de Gérard Lenormand, de l'obscurité à la célébrité en tant que compositeur français adoré, a été tout sauf linéaire. En 1968, à seulement 23 ans, il se retrouve dans la villa ensoleillée de Brigitte Bardot à Saint-Tropez pour présenter des démos. À sa grande surprise, elle enregistre 2 de ses chansons, La fille de paille et Je voudrais perdre la mémoire. C'était surréaliste, a déclaré Lenormand plus tard. Elle était une déesse, et moi j'écrivais des paroles pour qu'elle les chante. Cette première rencontre avec la célébrité alluma en lui une flamme. L'année suivante, il part en tournée à travers la France comme première partie de Sylvie Vartan,
apprenant à apprivoiser des foules hostiles et à projeter de l'émotion sous les projecteurs. J'étais encore l'inconnu, admet-il. Le garçon que le public tolérait jusqu'à l'arrivée de la star. Tout change en 1970, lorsqu'il auditionne, sur un coup de tête et la promesse de plus grandes audiences, pour remplacer Julien Clerc dans la production parisienne de R au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je me souviens d'être entré dans ce vaste théâtre en pensant « C'est ici, je dois prouver ce que je vaux », se rappelle-t-il. Sa performance, brute, urgente et subtilement tremblante, électrifia le public. Nuit après nuit, des morceaux comme « Let the Sunshine In » furent réinterprétés en français et Lenormand découvrit un appel inattendu. Le théâtre musical lui avait donné une scène, mais il aspirait à quelque chose de plus personnel. En avril 1971, il signe avec CBS Disques, déterminé à transformer son succès théâtral en une carrière d'enregistrement. Son premier single, « Il », met en avant son timbre unique, haut, mais légèrement rauque, et divise immédiatement l'opinion. On m'a dit qu'il ne savait pas quoi faire de ma voix, elle était trop haute, trop fragile, se souvient Lenormand. Mais il resta ferme. Écoutez, insista-t-il, c'est ma voix et elle est honnête. Son pari fut payant. Il grimpa dans les classements, et soudain, le jeune homme à la voix fragile devenait la coqueluche de Paris. Le succès arriva rapidement. Des tubes comme « De toi », « Les matins d'hiver » et « Les jours heureux » l'établirent comme une voix de la chanson sensible et poétique. Dans les coulisses, cependant, les drames couvaient. De toi faillit être mis de côté pour sa mélancolie excessive. Lenormand menaça de tout quitter si la chanson n'était pas publiée. Avec Michel, sa première chanson avec Didier Barbelivien, ils se disputèrent sur une seule ligne. « Je voulais que cela dure », dit Lenormand. Lui voulait du punch. On a trouvé un compromis. En 1975, il atteint le sommet avec « La ballade des gens heureux ». Son refrain optimiste « La vie est belle quand on la saisit à pleine main » devient un hymne national. Pourtant, la célébrité s'accompagne d'isolement. Tout le monde veut une part de ton succès, réfléchit-il, mais personne ne demande comment tu te sens vraiment. 3 ans plus tard, son album Nostalgie est certifié disque d'or et la presse le surnomme « Le Petit Prince de la chanson », un titre qu'il chérit et déteste à la fois. Ce surnom affectueux le peint comme éternellement innocent, une image qui entre en contradiction avec son désir grandissant d'expérimenter. La légende veut que son côté irrévérencieux fasse surface un soir lors d'une fête somptueuse qu'il et sa femme ont organisée pour l'élite parisienne. Habillé en roi et reine, le couple accueille les invités avec un mépris ludique. « Bienvenue, mes humbles sujets », et force les journalistes à attendre dans une antichambre sombre. Le coup de théâtre, censé être une plaisanterie théâtrale, se retourna contre lui de manière spectaculaire. Des murmures d'arrogance circulèrent dans l'industrie et pendant un temps, les réservations se raréfièrent. Avec le recul, j'étais stupide, admit Lenormand. J'ai sous-estimé les conséquences, je pensais que c'était un jeu. Malgré ce faux pas, sa carrière atteint un deuxième sommet en 1983. Lorsqu'il remplit le Palais des Congrès pendant 5 semaines consécutives. Chaque soir, la grande salle résonne des milliers de spectateurs chantant ses refrains en chœur. Pourtant, la pression des spectacles à guichets fermés commence à lui peser. Au bout de la 4e semaine, ma voix était rauque, mes pieds me faisaient mal, mais je ne pouvais pas décevoir les gens, dit-il. Les tensions montent lorsque sa direction pousse à la hausse des prix des billets, arguant que la rareté mettait en péril les revenus. Lenormand refuse, exigeant un accès abordable pour ses fans de longue date. Cette confrontation fragilise sa relation avec le promoteur, amorçant la période tumultueuse du milieu des années 90. En 1986, il se lance dans un territoire inattendu en enregistrant la version française du thème de Top Gun, rebaptisé « Le bleu des regrets ». Les critiques se moquent de ce choix,
le qualifiant de manœuvre cynique pour surfer sur la vague d'Hollywood, et son label, déjà secoué par des disputes contractuelles, utilise ce fléchissement pour prendre ses distances. Parallèlement, son mariage se dégrade dans les tabloïds. Je naviguais entre un chagrin personnel et la déliquescence de mon contrat, confie-t-il. Cette année-là, il se retire discrètement des projecteurs, cherchant refuge loin des micros et des affiches. Son retour en 1988 avec Heureux qui communique passe inaperçu. Mais en 1989, la France surprend en choisissant Lenormand pour la représenter à l'Eurovision avec Chanteur de charme. Habituellement réservé aux jeunes talents, ce choix suscite la controverse. À Dublin, sa performance raffinée se classe 10e. « J'ai donné le meilleur de moi-même », dit-il. Mais c'était plus politique que musical. Dans les années 90, il se réinvente en coulisses, produisant pour de jeunes groupes comme Indochine. Bien que des tensions créatives mettent fin à certaines collaborations, il reste inspiré. « Ils m'ont rappelé pourquoi j'avais commencé », dit-il. En 1995, sa compilation « Vos plus belles chansons » relance sa carrière, surtout au Québec, où le public chante mot pour mot. Les chansons n'étaient plus seulement à moi, se rend-il compte. À 55 ans, incertain de sa place dans le monde moderne, il sort La raison de l'autre en 2000. Je n'étais pas sûr que les gens s'en souciaient encore, admet-il. Mais le titre phare, La force d'aimer, trouve un écho et restera dans ses setlists pendant des années. Puis vint son projet le plus audacieux, duo de mes chansons en 2011, avec des duos de ses classiques avec des stars comme Tina Arena, Zaz et Florent Pagny. C'était comme un casting de film, plaisante-t-il. Chacun avait ses propres exigences, nouvelles paroles, nouveaux arrangements. Le pari fut couronné de succès. L'album devint triple platine et le ramena sous les feux de la rampe. Il rejoint la tournée Âge tendre en 2016 et enregistre le duo Et ça ira avec Gilles Dreux en 2020, filmé au début de la pandémie. Nous avons tourné le clip en portant des masques avant que les masques ne deviennent cool, plaisante-t-il. Enfin, en 2021, Lenormand sort. Le goût du bonheur, son premier album de nouveaux titres en 21 ans, en collaboration avec des auteurs contemporains comme Vianney et Benabar. « Gardez mon âme intacte », leur dit-il, « mais faites-en quelque chose de frais. » Le résultat est un chaleureux clin d'œil moderne à ses racines. À travers les triomphes, les revers et les réinventions, l'histoire de Gérard Lenormand n'est pas seulement celle d'un chanteur, mais d'un artiste qui n'a jamais cessé de croire au pouvoir de la musique authentique. Sa voix, fragile mais inébranlable, chante encore, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont cherché le bonheur dans une chanson. D'un passé marqué par l'abandon et les secrets, à un accident dévastateur qui a failli tout arrêter, la vie de Gérard Lenormand a été un parcours à travers les ombres. Derrière les mélodies douces et les paroles poétiques se cache un homme qui a enduré le rejet, les faux pas personnels et les blessures émotionnelles profondes. Aujourd'hui, dans ses 80 ans, il vit loin des projecteurs, portant le poids d'une vie remplie de tristesse, de résilience et de souvenirs qui ne s'effacent jamais.